pour ce club comme tous les mercredis. Pierre Jacquemin, bonjour Pierre. Merci d'être la rédacteur en chef de Politis. Nicolas Prissette, bonjour Nicolas. Bonjour, merci d'être avec nous également, éditorialiste politique à la Tribune dimanche. On va évidemment parler de ces législatives à 4 jours, du premier tour et du débat qui a opposé hier soir Jordan Bardella, Gabriel Attal, Manuel Bompard sur plusieurs thèmes. Débat de près de 2 heures. On va revenir sur ces thèmes sur lesquels ils se sont affrontés, le pouvoir d'achat, l'immigration. Et Steve, la réforme des retraites ? Oui, Jordan Bardella qui promet une réforme des retraites jusqu'à 66 ans maintenant, 66 ans, donc c'est une réforme plus dure que celle d'Emmanuel Macron, on verra pourquoi. On verra tout ça dans quelques instants et les législatives, c'est aussi l'actualité dans nos régions. Actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Poitiers où on retrouve Delphine Blanchard. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, journaliste à la rédaction départementale de la Vienne pour le journal La Nouvelle République. Delphine, on parle évidemment des législatives avec vous et plus particulièrement de la deuxième circonscription de la Vienne qui est scrutée de près. C'est ça, beaucoup de regards vont être tournés vers la Vienne au soir du premier tour des élections législatives, notamment donc la deuxième circo, parce qu'elle est détenue depuis 2 mandats par Sacha Houlié, qui brigue un 3e mandat donc. Sacha Houlié, macroniste des débuts et de la fameuse bande de Poitiers. Sacha Houlié qui a fondé les JAM, les Jeunes avec Macron, jamais nommé ministre, mais néanmoins président de la prestigieuse commission des lois à l'Assemblée nationale depuis 2 ans. Sacha Houlié, il tente depuis l'annonce de la dissolution un savant équilibre à la fois dedans et dehors, dû en même temps pour retrouver sa place de député. Et Delphine, on voit bien, et il voit bien en tout cas lui que le président n'a pas la cote. C'est ça, effectivement. Alors, il joue le côté frondeur, macroniste de gauche, celui-là même qui a voté contre la loi immigration, quand bien même il était le président de la commission mixte paritaire. Il rappelle en circonscription qu'il n'est pas toujours d'accord avec la ligne la plus dure de la Macronie. Sauf que, qui est venu le soutenir la semaine dernière lors d'une réunion publique dans la commune de Saint-Benoît, à la périphérie de Poitiers, eh bien, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Certes ancienne socialiste, certes proche de longue date de Sacha Houlié, mais tout de même dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors c'est cette contradiction-là que ses adversaires tentent de mettre en avant. Il a notamment face à lui une candidate insoumise au nom du Nouveau Front Populaire, candidate déjà en 2022 qui, au second tour, avait fait peur à Sacha Houlié avec près de 49% des voix. Mais cette fois, les voix, elles pourraient se disperser avec un candidat dissident socialiste qui a fait le choix de ne pas s'associer au Nouveau Front Populaire. À Poitiers comme ailleurs, c'est donc le taux de participation qui risque bien de faire toute la différence. Merci beaucoup. Merci Delphine. On regarde la une de la Nouvelle République. C'est du foot. À la une de votre journal, un match nul au goût amer. C'est le match nul hier des Bleus, dernier match de poule. Les Bleus qui sont qualifiés néanmoins pour les 8e de finale. Merci beaucoup Delphine Blanchard d'avoir été avec nous. On vous retrouve très vite. On vous retrouve même au lendemain du premier tour. Lundi, vous serez avec nous justement pour nous parler des résultats dans la Vienne. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous. On va parler de ces législatives. Steve, premier débat, hier, premier grand débat organisé en tout cas, c'était hier soir sur TF1. Qu'est-ce qu'on en retient ? Que le bipartisme, c'est fini, caput, c'est complètement mort. La vie politique est aujourd'hui tripartite. Les candidats des 3 blocs étaient invités à débattre. Le parti LR avait fait une demande en référé au Conseil d'État pour s'inviter sur le plateau, demande qui a été rejetée par les juges. On avait donc Manuel Bompard pour le Front Populaire, Gabriel Attal pour l'ex-majorité présidentielle et donc Jordan Bardella pour le RN. L'un des moments importants de ces échanges, il a porté sur la réforme des retraites de l'exécutif que les 2 candidats d'opposition veulent abroger. Jordan Bardella a promis que pour les carrières longues, les salariés pourront partir à 60 ans. En revanche, pour les autres, il faudra attendre encore plus longtemps que ce qui est prévu actuellement par la réforme Macron. Écoutez. Dès l'automne, ils puissent partir avec un temps de cotisation de 40 annuités et un âge de départ légal, 2 critères français, lié au modèle français, de 60 ans. C'est 1,6 milliard d'euros. Et je fais ce choix parce que je pense que c'est un choix de justice sociale. Au-delà, il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans.
Grosse bourde ou vraie incohérence du côté du RN, pas de rétropédalage pour le moment. La future éventuelle réforme du RN sera donc plus dure que celle d'Emmanuel Macron pour une grande majorité des Français. Je pique la question, Steve. Grosse bourde ou vraie incohérence? C'est vrai qu'on avait tous été surpris par cette posture ou ce calcul, enfin je ne sais pas comment l'appeler, de Jordan Bardella. La principale hypothèse, c'est finalement qu'il ne connaît pas le système des retraites et qu'il a confondu ce qui était l'issue d'une durée de cotisation avec l'âge légal, qui est l'âge à partir duquel on a le droit de partir et de faire valoir ses droits à la retraite. C'est complètement emmêlé les pinceaux. Alors manifestement, il ne connaissait pas, ou il ne connaît toujours pas le système de retraite français. C'est assez surprenant, je ne sais pas comment le qualifier. C'est Manuel Bompard qui a dû lui expliquer quelques instants plus tard comment ça fonctionnait. Ouais, c'est vrai qu'au début, le RN était parti sur la retraite à 60 ans. Hier, on a Jordan Bardella à 4 jours du premier tour qui sort ce chiffre de 66 ans. Ça peut coûter des sièges au RN? Alors franchement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que d'abord, le débat d'hier soir, je ne sais pas combien de personnes l'auront regardé, j'imagine pas que ça va avoir suscité un intérêt extraordinaire, même si on voit bien que cette élection a un caractère inédit. Il y a un nombre de gens qui se sont pas inscrits sur l'électorat, parce que ça a été impossible vu que tout ça s'est fait dans la précipitation. On voit le nombre de personnes qui vont faire des procurations Plus d'1 million. Voilà, plus d'1 million, c'est presque 6 fois plus que lors de la dernière élection législative. Donc il y a quand même un intérêt, mais je ne crois pas que les gens étaient massivement devant leur télé pour écouter ce débat hier soir. Peut-être je me trompe, mais je ne crois pas que ça change la donne, la faute de Bardella. En revanche, je pense que dans la classe politique et dans la classe médiatique, je l'ai dit souvent sur votre plateau, Oriane, mais c'est vrai que je trouve qu'on a eu une forme de bienveillance à l'égard du Rassemblement national, à l'égard des propos de Jordan Bardella. J'ai entendu, mais je ne sais pas combien de fois, face à des contradicteurs, me dire que de toute façon le programme social du Rassemblement national était à peu près le même que le programme social du Front populaire, du nouveau Front populaire. On a là la démonstration que ça n'est pas vrai. Et il n'a cessé de dire hier dans le débat que de toute façon ils allaient lancer des audits, qu'ils allaient faire des moratoires, que donc rien ne va changer dans la vie des Français. La seule chose sur laquelle on est sûr d'une chose, et ils vont frapper fort, c'est sur la question des étrangers. C'est la seule chose sur laquelle il est à peu près au clair, Jordan Bardella. Mais tout le reste, de toute façon, c'est politique d'austérité. Et c'est ça que je pense, hier soir, peut-être nous, commentateurs, et y compris chez les politiques qui avaient encore un peu parfois de la bienveillance vis-à-vis du nouveau Rassemblement national, comprennent bien que ça ne changera pas la vie des Français. C'est une cure d'austérité qui attend les Français avec le programme. Il y a eu cette déclaration de Jordan Bardella sur le fait que si vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous partirez à la retraite à 66 ans. Manuel Bompard, lui aussi, il a admis qu'avec le programme du nouveau Front populaire, si vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous ne partirez pas à 60 ans, ou en tout cas pas avec une retraite à taux plein. Mais il a, je crois, été assez clair, Manuel Bompard, et l'ensemble du nouveau Front populaire est très clair sur la question des retraites. C'est pas un retour à la retraite à 60 ans avant 2027, c'est en tout cas l'assurance qu'il n'y aura pas de départ au-delà de 62 ans. Donc le cap est fixé dès maintenant, c'est un retour à 62 ans. Ensuite, il l'a annoncé, il y aura un deuxième temps, c'est 2027. Et surtout, c'est pas un retour à la retraite à 60 ans à taux plein. Vous partez à 60 ans avec une retraite à taux plein. Enfin, si vous avez commencé à travailler là-dessus, encore une fois, on est dans le cadre d'une coalition. La France insoumise, il y a un désaccord sur le fond avec les socialistes. Il y a un compromis qui s'est fait. Et le compromis, il est celui qui a été présenté par Manuel Bompard, mais qui fait quand même que c'est avec le programme du nouveau Front populaire que les Français partiront le plus tôt et jamais au-delà de 62 ans. Alors, c'est pas ce qu'il a dit. Ah si. Parce qu'il a dit qu'il fallait 40 annuités. Si vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous partez à 64 ans. Alors, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, alors peut-être qu'on n'a pas compris la même chose. Alors Nicolas, qu'est-ce que vous avez quoi? Non, on n'a pas compris la même chose. Le cap était fixé à 62 ans. On va demander à Nicolas et à Le cap est fixé à 62 ans et le retour à 60 ans, ce serait prévu dans le cadre d'un référendum à partir de 2027. Oui, voilà, parce que la perspective du nouveau Front populaire, en tout cas celle qui a été écrite par la France insoumise, cette partie-là du programme, comme de nombreuses parties du programme d'ailleurs, c'est le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. C'était le système qui prévalait il y a 10 ans. Ce système-là a été démontré qu'il était financièrement totalement intenable, parce que je rappelle qu'une année de départ à la retraite en plus ou en moins, c'est 15 milliards d'euros. Donc, si les âges de départ légaux ont été repoussés et si les durées d'annuité nécessaires ont été allongées, c'est bien parce qu'il y avait un déficit qui vient de la démographie. Enfin, je ne refais pas toute la démonstration sur l'équilibre financier du système des retraites. Mais en tout cas, revenir à 60 ans et avec 40 annuités, ça paraît totalement
déraisonnable au regard de la situation démographique du pays et aussi de l'allongement de la durée de la vie. Et surtout, ça signifierait mathématiquement que les pensions qui seraient versées à ces jeunes retraités de 60 ans seraient drastiquement plus faibles que le niveau qu'elles ont aujourd'hui. Donc, ça conduit mécaniquement, c'est des mathématiques, c'est pas de la politique, ça conduit mathématiquement à un affaiblissement considérable des pensions, parce que sinon, ça veut dire, sinon le système ne tient pas. Donc ça, c'est la perspective du nouveau Fonds populaire. Mais c'est une perspective qui est conditionnée. Alors vous l'avez rappelé, Pierre, peut-être un référendum, en tout cas qui n'apparaît que comme un objectif à terme. Ce n'est pas ce que fera le nouveau Front populaire dans 15 jours s'il accède au pouvoir, où là, il y a plutôt il y aura une tentative de revenir en arrière sur les 62 ans plutôt que les 64 ans. Ce n'est pas la même chose. Voilà, ce sera un amendement au système actuel, ce ne sera pas un bouleversement comme celui que je viens de décrire si on venait à la retraite à 60 ans. On va parler du pouvoir d'achat, sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Il en a évidemment été question hier. Oui, avec la réforme, l'une des réformes phares promises par le Rassemblement national, la baisse de la TVA sur l'énergie, carburant, fioul, gaz et électricité. Jordan Bardella a chiffré cette mesure à 7 milliards d'euros pour la seule année 2024, chiffre contesté par Gabriel Attal, qui voit une mesure infinançable. Écoutez-le. La TVA sur les produits de l'énergie rapporte chaque année 23 milliards d'euros. M. Bardella propose de la passer de 20% à 5,5%. Ça veut dire qu'on divise la TVA par 4. Ça veut dire 6 milliards d'euros de gains si on divise par 4. Et donc, il manque 17 milliards d'euros. Ça fait un delta de 5 milliards d'euros avec le chiffrage que vous venez de nous donner. C'est juste, par exemple, le budget du ministère de la Culture. Autre mesure intéressante, autre échange intéressant sur le pouvoir d'achat, c'est cette mesure du Front populaire, mesure qui promet une augmentation du SMIC à 1 600 € net pour Manuel Bompard. Cette mesure enclencherait un cercle vertueux. Écoutez-le. Si vous augmentez le SMIC aujourd'hui, si vous augmentez, comme nous le proposons, le point d'indice des fonctionnaires de 10%, vous allez déclencher dans l'économie française un cercle vertueux. Monsieur Attal, vous avez fait des choix différents. Vous avez gorgé, Monsieur Attal, les plus riches de ce pays. De tout le monde, mais quand vous donnez et quand vous faites des cadeaux aux plus riches de ce pays, comme vous l'avez fait, ils mettent cet argent sur des comptes d'épargne et cet argent ne vient pas alimenter l'économie réelle. Cadeau aux plus riches, Manuel Bompard fait notamment référence à la suppression de l'ISF, ou plutôt de la transformation de l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui est devenu un impôt sur la fortune immobilière. Ouais, évidemment, et ça fait partie des débats de celle législative. Le SMIC à 1 600 €, possible ou pas possible pour l'économie française ? C'est toujours possible théoriquement, mais après, il faut en payer les conséquences. On a déjà eu des tentatives de relance de l'économie par la demande, ça s'appelle comme ça. On donne de l'argent aux gens pour qu'ils consomment et on se dit, puisqu'ils vont consommer, ça va entraîner la production dans les entreprises. Il va y avoir plus de clients et donc les entreprises vont embaucher, etc. Un cercle vertueux. C'est le keynésianisme, on va dire, basique. Mais ce keynésianisme basique, pardon de faire de la cour d'économie à cette heure-ci du matin, mais le keynésianisme basique, ça se heurte à une chose qui s'appelle la contrainte extérieure. C'est-à-dire que si vous ne produisez pas ce que veulent les gens, vous êtes obligé de l'importer. Donc, c'est ce qui s'est passé en 1981 avec le programme de François Mitterrand, qui était un programme très social, mais malheureusement, ça a conduit à des importations colossales qui ont monté en flèche et il y a eu un déficit extérieur qu'il a fallu ensuite corriger. Donc, cette logique de dire on va donner de l'argent aux gens, elle est très généreuse, elle est très louable, et puis elle correspond à une aspiration normale et légitime de la gauche, mais en revanche, ça dépend aussi de vos contraintes. Il y a la contrainte extérieure que j'évoquais, et puis après, il y a la situation de l'économie dans son ensemble. On a aujourd'hui, dans l'économie française, un problème de productivité. On voit que la productivité, qui était notre point fort jusqu'ici, a tendance à stagner. Donc ça veut dire qu'en fait, les entreprises n'ont peut-être pas les moyens, tout simplement, d'augmenter les salaires. Et puis alors, le LFI, le nouveau Fonds populaire, a comme idée de compenser ces hausses de salaire pour les TPE et PME, mais ça veut dire que l'argent, va falloir le trouver quelque part. Donc, comme on ne l'a pas, on va s'endetter encore auprès d'institutions financières étrangères pour pouvoir payer les augmentations de salaire. C'est pas très vertueux. Pierre ? Moi, ouais. On fait un débat d'économie. Non mais Oriane, vous nous interrogez sur la crédibilité économique des programmes. Oui, c'est la question politique. Non mais pardon, d'accord, ok, c'est normal, on a envie de savoir. Mais je ne suis pas économiste, vous n'êtes pas économiste, personne n'est économiste sur ce plateau, et encore moins les candidats qui sont présents sur le plateau hier soir qui est en train de débattre. Donc M. Bardella et M. Attal ou M. Bompard, j'entends M. Attal dire comment vous financez, mais les Français s'en foutent, on n'attend pas ça d'être politique. Non, Gabriel Attal, il l'a dit, ça va supprimer un emploi sur 6 dans
Mais vous avez des économistes qui vont vous expliquer qu'effectivement, ça va supprimer un emploi sur 6. Vous en avez d'autres qui vont vous dire, au contraire, ça va stabiliser l'emploi, les gens vont avoir plus de pouvoir d'achat, ça va relancer la machine économique. C'est un débat vraiment banalement économique. C'est-à-dire que le programme du nouveau Front populaire est, j'ai envie de dire, un programme banalement keynésien, c'est-à-dire qu'on relance on relance l'économie en injectant de l'argent public qui doit permettre de relancer la croissance française. Je ne suis pas économiste, j'ai des règles, on a tous des règles de base de ce que sont des notions d'économiste, de keynésianisme ou de libéralisme. Voilà, il y a un candidat du libéralisme, il y a un candidat du keynésianisme. Voilà, c'est des choses qui sont d'une banalité sans nom. Par ailleurs, hier, il y a une tribune dans l'Obs qui est sortie, il y a 300 économistes, et pas des moindres, il y a une prix Nobel, il y a Thomas Piketty qui a quand même le plus grand prix d'économie. Donc on ne peut pas accuser M. Bompard de ne pas être crédible sur la question du programme économique. Mais franchement, je trouve que c'est pas de votre faute, Oriane, c'est la faute du débat du maire général. C'est-à-dire que maintenant, on ne pense la politique qu'à travers des postes budgétaires, qu'à travers des tableurs Excel, etc., comme si c'était le monde de la technocratie qui avait gagné sur le pouvoir politique. Et je trouve que c'est ça qui tue la politique aujourd'hui, et c'est surtout c'est ça qui désintéresse les Français de la politique. Et je pense que, bien sûr qu'il y a un besoin de crédibilité, mais les Français, ils ont besoin de savoir quel est le cap politique vers lequel on les entraîne. Et encore une fois, sur le SMIC à 1 600 €... Et pour vous, ils n'ont pas besoin de savoir si le cap est réaliste et si les promesses sont tenables. Mais vous pourrez mettre n'importe quel économiste expliquer aux Français comment tout ça est financé, mais personne... Enfin, je veux dire, on n'a pas envie que ce soit un débat d'économistes, un débat d'experts, ce n'est pas le sujet de ces élections. En revanche, on pourra dire aux Français, le SMIC, l'augmentation du SMIC, elle a été réelle en Espagne, elle a été réelle, pas vraiment chez les bolcheviks en Angleterre, et encore moins en Allemagne. Pourtant, ça s'est fait. Et là, je ne crois pas que l'économie ni allemande, ni britannique, ni espagnole soit aujourd'hui en danger. Nicolas ? Je vous rejoins sur un point, Pierre. C'est qu'on a eu hier un débat qui est un débat entre premiers ministres. Donc c'est quand même normal qu'il y ait une exposition des projets. Les Français doivent savoir à quoi s'attendre à partir du 8 juillet. Ouais. Donc c'est normal que dans un débat de Premier ministre, il y ait des éléments techniques qui soient opposés, qui se confrontent, et le réalisme des propositions qui soient établies ou pas. En revanche, et c'est là où je suis d'accord avec vous, je pense que la situation de la France aujourd'hui justifierait qu'on ait un débat quand même un cran au-dessus sur où va le pays, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui constitue l'unité de la nation. Ça, c'est des choses qui me semblent devoir être posées dans cette élection législative, parce que, on va peut-être devoir le rappeler là, alors que tout le monde le sait déjà, mais on a une extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Ouais. Donc cette question-là, elle devrait mobiliser tout le monde avec des réponses qui portent pas uniquement sur des sujets techniques, mais aussi sur la vision du pays et la vision de ce qui fait le lien entre les citoyens de ce pays. Et malheureusement, hier soir, c'était totalement absent des débats. On va parler d'une autre place d'armes, autour d'une proposition de Jordan Bardella, et concerne les binationaux. Oui, promesse de Jordan Bardella, l'exclusion de ceux qui ont une double nationalité, des postes sensibles de l'État. Et visiblement, Gabriel Attal avait bien préparé son attaque. Écoutez-le. Tamara Volokova, c'est votre conseillère au groupe ID au Parlement européen, Oui. qui vous représente à la Commission des Affaires étrangères sur les questions de sécurité et de défense. Il se trouve qu'elle est franco-russe, Oui. qu'elle assiste à des réunions à huis clos. La commission, c'est pas une centrale Mais nucléaire. qu'elle assiste à des réunions à huis clos avec des pour vous, le pays informations appartient à tout le monde. confidentielles. Parce que La nous vivons- réalité, c'est que votre proposition, elle ne concerne pas du tout les franco-russes sur des postes importants. C'est un moyen d'envoyer un message êtes en vous très disant mal à que ça vous l'aise, fera monsieur gagner le des Premier voix, ministre. qui consiste à dire que quand on est binational, qu'on a deux nationalités, dont la nationalité française, on n'est pas digne de Donc on peut confiance mettre et un d'exercer des franco-russe à la tête d'une responsabilités. centrale nucléaire. Jordan Bardella en difficulté sur ce sujet. Il a reconnu lui-même qu'il s'agissait d'une mesure largement symbolique. Je vous donne un chiffre, Oriane. On compte aujourd'hui plus de 3 500 000 Français qui ont une deuxième nationalité. Ça fait quand même du monde pour un scrutin qui va se jouer à peut-être pas quelques voix près, mais en tout cas qui va être assez serré. Pierre, vous qui parliez de cap et de vision, est-ce que là, vous avez vu deux visions du pays qui s'affrontent ? Bon, on a surtout une obsession permanente du côté du Rassemblement national. C'est-à-dire que dès que vous n'êtes pas français, dès que vous avez un teint qui est différent de celui de M. Bardella, vous n'êtes pas crédible pour obtenir des postes à responsabilité en France. On n'est pas surpris. Il prône la préférence nationale pour les postes au-delà de la fonction publique. Donc du coup, je suis pas surpris. C'est même assez cohérent et c'est plutôt d'une manière générale, il a le mérite de l'honnêteté politique quand il fait ce qu'il dit. Mais je pense que c'est pas
oui, vous avez raison, il y a deux visions de la société qui s'annoncent. Gabriel Attal a été très, très bon sur cette séquence. Mais bon, ces gens ont une haine de l'étranger, de la différence, donc qu'est-ce que vous voulez ils assument, mais j'espère que les gens l'entendent quand même. Quand Emmanuel Macron, vous avez interrogé votre invité tout à l'heure sur la question de la guerre civile qui pourrait arriver si l'un des deux extrêmes, puisqu'Emmanuel Macron met sur le même plan le nouveau Front populaire et l'extrême droite, je pense qu'en effet, si l'extrême droite devait arriver au pouvoir, il y aurait possiblement, je ne sais pas si c'est une guerre civile, mais en tout cas du remous dans la société, parce que les personnes racisées, les personnes issues de l'immigration, les personnes françaises que M. Bardella doit considérer comme étant étrangers, sans doute vont être les premières victimes de cette politique-là. Emmanuel Macron, il parlait des deux extrêmes, quand il parlait de guerre civile. Il pointait aussi le communautarisme de la France insoumise. Bien sûr. Il y a un problème, d'ailleurs. C'est un problème, je suis désolé. J'écoutais effectivement M. Béchu tout à l'heure qui mettait un trait d'égalité entre le nouveau Front populaire, en tout cas la France insoumise, et le Rassemblement national. Ça me met hors de moi d'entendre les macronistes dire ça aujourd'hui. Ils n'ont pas remercié suffisamment, je pense, Jean-Luc Mélenchon et les gens de la France insoumise quand ils ont appelé à voter, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, à Emmanuel Macron lors des 2 dernières présidentielles. La gauche s'est mobilisée pour faire élire M. Macron. Et aujourd'hui, ils mettraient un trait d'égalité entre les deux. Je trouve que c'est dramatique, c'est-à-dire mettre sur un trait d'égalité les héritiers de Pétain, les héritiers de la France de Vichy, et de l'autre côté considérer que c'est le même danger des héritiers de Dreyfus, les héritiers du Front populaire. Je trouve que c'est faire preuve d'ignorance politique et surtout d'une malhonnêteté profonde intellectuelle. Il n'y a pas que les macronistes. Juste hier, il y a eu une tribune de personnalités également de gauche. Il y a notamment Bernard Cazeneuve, il y a Elisabeth Badinter sur « Notre voix ne portera ni sur le RN ni sur la France insoumise ». Oui, vous les considérez de gauche. Je pense que ces gens se sont perdus, je ne sais où. Mais quand on voit ce qui se passe en Argentine, quand on voit ce qui s'est passé en Pologne, en Hongrie, on sait que le danger, il est du côté du Rassemblement national et que pas une voix ne doit manquer. Encore une fois, on parle de coalition, la coalition du nouveau Front populaire. On ne peut pas dire que la France insoumise pèse énormément sur le nouveau Front populaire. On voit bien que la coalition des socialistes... Ils ont la majorité des... Mais arrêtez, si vous prenez les socialistes, les communistes... Ils ont rédigé le programme. Mais vous rigolez ou quoi? D'abord, le programme... Ils ont Emmanuel Bompard comme premier mais c'est le premier débat. Le deuxième débat, c'est Marine Tondelier. Olivier Faure. Et dimanche dernier, le patron de la France insoumise a dit qu'il était prêt à gouverner le pays. Donc s'il n'y a pas une emprise de la France insoumise il y aura pas d'emprise sur le nouveau Front populaire... Mais vous voyez bien que numériquement, si vous prenez les socialistes, ajoutés aux communistes, ajoutés aux écologistes, c'est quand même pas la force principale, les insoumis. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une stratégie de cornérisation de la France insoumise. Ça, on verra dimanche prochain et dimanche suivant. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'aujourd'hui, la France insoumise est mise sur la touche du nouveau Front populaire. Il pèse, évidemment, mais si vous avez une coalition des écologistes, des socialistes et des communistes, c'est quand même eux qui tiennent la ligne de ce que sera le nouveau Front populaire. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Au sein du nouveau Front populaire, vous avez, alors je parlais surtout des socialistes, qui eux essayent de corriger par derrière toutes les bêtises de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc là, effectivement, il y a un sujet, et effectivement, il y a des gens qui sont plus raisonnables que d'autres au sein du nouveau Front populaire et qui essayent de faire en sorte que le paquet soit beaucoup plus appréciable, présentable et beaucoup plus rationnel. Mais malheureusement, l'emprise de Jean-Luc Mélenchon sur le nouveau Front populaire, le découpage des circonscriptions, le programme, ses déclarations sur sa volonté d'aller à Matignon, alors qu'il a corrigé avant-hier, parce que bon, on a dû lui dire n'y va pas trop fort, montre qu'il reste... Pour la France insoumise, ça reste le terrain de prédilection et là où ils sont en train d'asseoir leur emprise. Et évidemment, ça gêne les autres partenaires qui ne se sont pas privés de le dire en disant non, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, on vous jure, s'il vous plaît, votez pour nous quand même. Mais ça reste dans beaucoup de circonscriptions et on va le voir à partir de la semaine prochaine, ça va rester un sujet majeur de savoir pour les gens qui vont devoir avoir le choix entre le Rassemblement national et la France insoumise, ça va être un cas de conscience majeur. Et vous évoquiez l'héritage universaliste, humaniste de la gauche à la France insoumise. Malheureusement, il a été dramatiquement remis en cause depuis le 7 octobre, et vous le savez très bien. Et toutes les postures communautaristes et pro-Hamas de Jean-Luc Mélenchon depuis 6 mois portent un tort considérable et vont porter un tort considérable à ses candidats dans cette élection. Je n'ai pas dit le contraire. Je pense qu'ils portent une lourde responsabilité. Mais de là à faire de l'ensemble de la France insoumise une formation qui serait sortie du champ républicain comme Emmanuel Macron est en train de le faire, ou que ce serait une formation profondément antisémite, je trouve que c'est
dangereux de le formuler dans ce sens. Il y a eu des dérapages, il y a eu des excès et des abus de langage et des fautes politiques et sans doute qui ont entraîné vers une déculpabilisation de la montée de l'antisémitisme, c'est une certitude. En revanche, il ne faut pas confondre les 3 ou 4 énergumènes de la France insoumise qui font connerie sur connerie et le reste de ce qu'est la France insoumise, qui est une force républicaine, qui est une force politique majeure, qui a quand même entraîné la gauche à un haut score qui a été celui de 22% par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite et je trouve que la confusion, le confusionnisme qu'Emmanuel Macron est en train de générer dans l'opinion publique avec ses petits camarades, M. Béchu et compagnie, c'est dramatique. La confusion était faite avant. Dramatique. On parle des LR pour terminer. Il n'était pas présent hier, mais ils font parler d'eux ce matin, et notamment avec cette déclaration d'Aurélien Pradier. On va la lire. C'est une interview qui est donnée au journal La Dépêche. Aurélien Pradier qui annonce qu'il quitte les Républicains. Le gaullisme n'est pas mort. Il est plus vivant que jamais, mais les Républicains, LR, est mort. Est-ce que c'est surprenant de la part d'Aurélien Pradier? Il était déjà un petit peu en marge de son parti. Est-ce que c'est un nouveau coup dur porté aux Républicains? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un coup dur porté aux Républicains. Enfin, ça dépend de quel Républicain on parle. Est-ce que c'est les Républicains maintenus par la loi ou est-ce que c'est... Bon. Mais Aurélien Pradier, il a une stratégie tout à fait personnelle et assez solitaire depuis le début. Donc là, il avait un coup à jouer. Il l'a joué. Ça permet de parler de lui pendant 24 heures. On verra s'il est réélu. Dans le Lot, il y a de fortes chances qu'il le soit. Mais on verra quel sera son comportement ensuite. Est-ce qu'il veut constituer un groupe qui soit un groupe tampon pour participer à une coalition, obtenir un poste de ministre? C'est peut-être son calcul, on n'en sait pas davantage, mais il nous a habitués à avoir ce comportement très solitaire, de faire des coups, de dire toujours le contraire de ce que disent les autres pour attirer et susciter l'attention. Ça marche encore aujourd'hui. Ouais, et il dit qu'ils sont une trentaine à se présenter sans étiquette LR, sous les couleurs de son micro-parti, dont 10 députés sortants. Est-ce qu'on va vers une balkanisation du groupe LR à l'Assemblée? Ah oui, ça, il y a des chances. On l'a dit beaucoup de fois ici. C'est vrai qu'on sait, quand on parle des Républicains, on ne sait pas si on parle des Républicains du Sénat, les Républicains de l'Assemblée nationale, et dans l'Assemblée nationale, quel Républicain. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire chez les Républicains, c'est que, en fait, pour eux, la solution, elle me paraît évidente. C'est-à-dire que, et peut-être que M. Pradier, c'est un peu son objectif. C'est-à-dire que je pense que les Républicains sont solubles dans le macronisme, et le macronisme est soluble dans ce qu'est l'esprit gaulliste, gaullien, chiracien du macronisme. Et que, ils se tournent autour, là, ils se regardent, ils se détestent, ils acceptent pas, il y a des lois qu'ils acceptent. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est d'une hypocrisie politique sans nom, en fait, le fait qu'ils ne se fassent pas alliance commune. Je veux dire, ils partagent l'ensemble. Donc ils sont morts pour vous. LR en tant que tel, s'ils ne font pas ce cap-là, en tout cas, de dire tout seuls, nous serons... Tout seuls, oui, ils sont morts. Je pense que c'est d'une évidence. Je ne crois pas... On peut pas que se fier au sondage, mais on voit bien qu'aujourd'hui, sans alliance, ils vont avoir beaucoup de mal à se battre pour être au second tour des élections législatives. Donc, oui, je pense qu'ils sont en train de se tuer à petit feu, là. À suivre. On continue à parler de ces législatives. C'est évidemment la une de la presse régionale. Et à la une de la presse régionale, dernière ligne droite pour les législatives. La Dépêche du Midi qui se penche sur les programmes des candidats en matière de pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français, hausse des prix, coût du carburant et de l'énergie. Le sujet de la vie chère est au cœur des inquiétudes de nos concitoyens. Tour d'horizon des 4 principaux blocs en lice, dossier spécial à lire dans la Dépêche où on apprend donc aussi que le député Aurélien Pradier quitte le parti LR, un parti qui est mort selon lui. Il faut penser à faire les procurations. Oui, à ceux qui ne peuvent pas voter le 30 et le 7 juillet. Ouest France vous rappelle qu'il existe une procédure très simple. Il suffit de donner son pouvoir à quelqu'un, c'est rapide. Plus d'1 million de Français ont déjà établi une procuration et il ne reste que quelques jours pour le faire en ligne. Vous pouvez aussi vous déplacer en gendarmerie ou au commissariat. Retour sur le premier grand débat de ces législatives. Oui, on en parlait tout à l'heure. Débat organisé sur TF1 hier soir. Midi Libre titre sur ces 3 France qui paraissent aujourd'hui irréconciliables. Celle du Front populaire, du bloc central de Gabriel Attal et de Emmanuel Macron et du Rassemblement national de Jordan Bardella. Midi Libre consacre 4 pages spéciales dans son édition du jour et propose un comparatif des programmes. Les promesses et les engagements sont diamétralement opposés, notamment en matière de sécurité et d'immigration. Les 3 candidats
qui se sont affrontés hier sur le plateau de TF1 n'ont pas grand-chose à voir. Dossier spécial à lire dans Midi Libre aujourd'hui. Le ras-le-bol des habitants des Alpes-Maritimes. De nouvelles crues ont obligé les pompiers à évacuer une cinquantaine de personnes à Saint-Martin-Vésubis. C'est à lire dans Nice Matin aujourd'hui, sur fond de relance du débat très politique sur les retards en matière de construction des infrastructures. Infrastructures emportées par la tempête Alex en 2020. Témoignage d'habitants littéralement à bout de nerfs. C'est à lire dans votre quotidien ce matin. Termine peur du foot? Oui, vous savez qu'il y a l'Euro. Mais oui, On l'oublierait presque. On l'oublie un peu. Les Bleus laissent filer la première place de leur groupe. Match nul hier contre la Pologne. Le Courrier Picard revient sur ce match très décevant. La France connaîtra aujourd'hui son adversaire en huitième de finale. Le match aura lieu lundi prochain. merci Steve. C'est pas du foot à la une de Politis, c'est législative. Non, on aimerait, mais là en ce moment c'est un peu compliqué de parler autre chose que des législatives et surtout de ces gens qui franchissent le pas de voter au Rassemblement national. Ils vous disent on n'a jamais essayé. Ben si, on a déjà essayé. On en fait la démonstration dans ce numéro, dans les collectivités, à l'étranger, dans le passé, dans l'histoire de France. Voilà. On donne le titre, l'extrême droite, on a déjà essayé le nouveau Front Populaire vite. C'est la une de Politis. Merci beaucoup Pierre Jacquemin. Nicolas, on vous demande pas ce qu'il y a à lire de dimanche dans la tribune. En plus, c'est un week-end d'élection. Oui, et ça sera notre troisième numéro spécial politique avec de très nombreuses pages consacrées au scrutin de dimanche. Et évidemment, on imagine sur les enjeux de ce scrutin. Merci beaucoup Nicolas, merci Pierre, merci Steve. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. On vous souhaite une très bonne journée. À demain.